Bon vendredi tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc vous écoutez Deux filles en liberté. Je suis Texane. Oh. Et voici Liberté. Moi je suis Liberté Belle. Oui, bonjour. On a encore des petits problèmes de se comprendre. On n'est pas en direct, hein, ma chère. On n'est pas une à côté de l'autre. Il va falloir qu'on trouve des moyens, là, mais on est très heureuse de vous avoir parmi nous ce soir, ce matin, ben oui. Et on a beaucoup à jaser aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, les scandales et l'atteinte à notre liberté. Je veux dire, on va en avoir pour plusieurs émissions, je crois, à parler de ça. Et aujourd'hui, on a justement quelqu'un qui va venir nous en parler un peu plus tard. Mais juste avant ça, là, justement. Regarde, je t'avais parlé, on a parlé avec Ulrich Génisson il y a 2 semaines, puis il nous avait mentionné qu'il y avait un livre qui avait été fait en France, en fait, qui rejoignait une centaine d'auteurs et qui parlait de la mouvance libertarienne à travers la communauté francophone, parce que ça allait rejoindre des gens de la Belgique, de la France. Puis ça donne que notre invité a écrit un article ou un papier, une section dans le livre, et ça parle exactement de la dette souveraine ou la dette publique. Puis j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai lu ça lundi. Puis après, je suis souvent sur Facebook, puis ces commentaires, je les trouve tellement pertinents. J'en suis venue à me dire, on devrait... Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que on a un show francophone, OK? Et des libertariens francophones, il en pleut pas. Hein? On s'entend que des libertariens francophones, c'est assez rare. Donc, à chaque fois qu'on en rencontre un, on l'invite à l'émission. Alors, notre invité, c'est un professeur en économie, c'est monsieur Pierre Lemieux. Je sais pas, on doit l'appeler docteur ou simplement monsieur Lemieux. Professeur, c'est parce qu'aux États-Unis, les professeurs, on les appellent des doctors. Moi, c'est le même, là. Quand j'ai fait ma maîtrise, tous mes professeurs étaient des détenteurs de doctorat. On les appelait tous des docteurs. Fait que je sais pas trop, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, on va parler avec monsieur Lemieux, puis plus spécifiquement sur tout ce qui se passe aux États-Unis. Parce que c'est sûr que c'est pas directement lié à ce qui se passe au Québec ou en France, mais en fait, il y a un lien. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'État est de plus en plus intrusif, de plus en plus accaparant dans la vie privée des gens. Malheureusement, je pense qu'il y a un nombre considérable d'individus qui semblent pas être éveillés. Puis ça me fait tellement peur, là. Surtout suite au dernier scandale là, des États-Unis avec toute l'histoire de la télécommunication, des téléphones. J'aimerais qu'on ait un côté libertarien, là, qu'on parle de ça. Alors, c'est ce qui nous distingue en fait, les libertariens, c'est ce qui nous distingue un peu de la droite face à ce problème, ce scandale-là qui a éclaté. C'est-à-dire que les droitistes, les vrais droitistes, là, la droite, les conservateurs que je rencontre, me disent, écoute, c'était très bien, on a besoin d'être protégé par l'État contre les mauvais terroristes, et c'est ce qui m'agace beaucoup. C'est ce que j'ai vu cette semaine. Et les libertariens, là-dessus, on est comme un peu, je vous dirais, on rejoint un peu l'idéologie de la gauche, dans le sens que l'État n'a pas à écouter et regarder tout ce qu'on fait à chaque instant de notre vie, même si on n'est pas potentiel terroriste. Oui, c'est ça, je trouve ça drôle parce que moi justement, je vais souvent sur YouTube, puis je vais souvent voir les petites capsules, puis je m'aperçois que la révolte, oui, il y en a du côté des républicains qui sont offusqués. T'as les Rand Paul, puis les 3-4 individus, là, ils se lèvent puis ils sont vraiment offusqués face à ça. Mais là, je me suis aperçue que même des progressistes étaient vraiment là en train de quasiment s'arracher la chemise puis de déchirer leurs photos de Obama.
c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe, parce que t'as les conservateurs, comme tu disais, les néoconservateurs, eux autres, ils ont tendance, malheureusement, à aller appuyer ce genre d'application, de formule, où est-ce que c'est bien d'être intrusif, c'est bien d'espionner, parce que tout est une question de sécurité, quoi que ce soit. Mais écoute, avant, tu sais, on peut continuer comme ça, mais je pense que ce serait intéressant d'introduire notre invité, de le présenter. Alors, bonjour, Monsieur Lemieux. Bonjour, madame. Bonjour, enchanté. Alors, juste avant, ça serait bien, pouvez-vous faire une petite descriptif de ce que vous êtes? Vous êtes au Maine en ce moment, hein? Portland, c'est ça? Oui, j'habite dans le Maine. Écoutez, pour me décrire, vous savez, Jean d'Ormesson écrivait j'écris pour pouvoir me taire, et je pense que c'est mon cas, alors je ferai une très mauvaise description. Je vous laisserai donc la faire, mais disons en 2 mots que j'ai, au cours des dernières décennies, écrit plusieurs ouvrages en économie, en philosophie politique, qui sont d'orientation plutôt libertarienne. Puis, moi, en fait, je vous ai découvert il y a je pense que c'est l'année passée, sur une des pages Facebook qui était droite libertarienne, Québec droite libertarienne, puis je m'en souviens, vous êtes présenté tout ça, puis je pense qu'il y avait eu comme une espèce de, c'était pas une friction, mais c'était le fait que vous ne prenez pas de position droite-gauche. Vous définissez avant tout comme un libertarien. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, vous vous trompez pas. J'aime pas beaucoup les étiquettes, mais si j'ai à me définir, ce serait comme libertarien. Et ce site-là, droite libertarienne, je ne sais pas ce qui en est advenu depuis, mais ça semblait être un site un peu conspirationniste qui voyait les communistes partout. Donc ça me paraissait une droite un peu une vieille droite conservatrice là, non éclairée. Et je pense que c'est à ce sujet-là que j'avais eu quelques heures avec la fondatrice, je pense, ou la personne qui s'occupait du site. Je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient discuté là, qui donnaient leur opinion, puis que si jamais on n'a pas la même opinion, ben écoute, on est soit des faux libertariens, des traîtres ou quoi que ce soit. C'est vrai que je pense pas la fondatrice, mais il y a d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte, qui foutaient un petit peu la zizanie. Oui. Puis il y a eu du ménage, je pense. Oui. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, mais écoutez, j'ai rien contre la droite ou la gauche comme telle. En fait, en tant que libertarien, je me sens parfois de gauche et parfois de droite. Mais dans le cas de ce site-là, je trouvais que l'étiquette libertarienne n'était pas très appropriée. Hein. C'était un site qui apparaissait beaucoup plus de la droite traditionnelle que libertarien. Mais dans vos mots, qu'est-ce qu'est la personne libertarienne? Comment vous pourriez définir là en quelques phrases une personne dite libertarienne? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui pensent que c'est juste une question économique, et il y en a qui vont juste à l'autre extrême, où est-ce que c'est presque l'anarchie. C'est où vous voyez ça, un individu qui prône la mouvance libertarienne? Une définition simple consiste à dire que le libertarianisme se préoccupe de la liberté individuelle. Donc, si vous êtes en faveur de la liberté individuelle, vous êtes libertarien. Ce que ça implique, cependant, c'est que vous avez une certaine cohérence dans votre défense de la liberté. Vous défendez la liberté non seulement dans un sens économique restreint, le droit de, je ne sais pas moi, de Heinz de vendre du ketchup, mais vous défendez la liberté dans les autres domaines de la vie, le droit de vivre, d'adopter le style de vie que vous voulez dans votre vie personnelle, ce qu'on appelle parfois les libertés sociales. Enfin, troisième volet, qui est particulièrement intéressant ces temps-ci, que vous affichez beaucoup de méfiance envers l'État. Vous parliez plutôt que, justement, dans la page droite libertarienne, vous faisiez mention à la mouvance ou à une espèce de mouvement conspirationniste, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de...
les libertariens s'opposent au gouvernement, puis il y a toute une espèce de mouvance qui va chercher justement ce côté conspirationniste. Alors, il y a comme une espèce de contradiction, là. Est-ce que je me trompe? C'est une bonne question, mais vous voyez, il faut distinguer deux choses très différentes. D'une part, il est certain qu'il y a toujours, ou qu'il y a presque toujours, partout, des conspirations. Une compagnie privée, par exemple, c'est une conspiration d'actionnaires et d'employés et de managers qui veulent vendre leurs produits. Présentement, il y a eu de toute évidence une conspiration de la NSA et du FBI pour cacher l'étendue de la surveillance aux États-Unis. Mais c'est une chose d'accepter ce genre de conspiration-là, et c'est une autre chose d'imaginer des conspirations qui sont tout à fait invraisemblables parce qu'elles impliqueraient la participation d'un grand nombre d'individus sur un grand nombre d'années et d'individus qui courraient de grands risques. Par exemple, d'imaginer, pour vous donner un exemple, d'imaginer que le voyage à la Lune de la NASA en 1967 n'a pas eu lieu, c'est à mon avis tout à fait ridicule. À mon avis, c'est presque aussi ridicule d'imaginer que le certificat de naissance d'Obama est une fraude, et pour des raisons très simples, parce que d'abord, les individus qui auraient menti dans ce genre de cas-là couraient de grands risques. Si le jour où il serait découvert, il y a des gens qui iraient en prison, surtout aux États-Unis, tout le monde va en prison pour n'importe quoi. Donc, par conséquent, on doit toujours considérer les incitations qui sont en cause. Et donc, je crois qu'il faut faire attention aux théories de la conspiration. Il y a plein de choses qui s'expliquent sans conspiration, et quand on peut expliquer des choses sans conspiration, comme par exemple la croissance de l'État au cours des dernières décennies, on n'a pas besoin de conspiration pour expliquer ça. On a besoin d'un peu de théorie du public choice, on a besoin d'un peu d'économie. Et quand on parle de conspiration, il faut faire attention. Les conspirations vraisemblables et réalistes sont les conspirations qui impliquent un petit nombre de personnes durant un temps relativement court et dans lesquelles les individus courent relativement peu de risques. Vous savez, vous et moi, on n'a pas le temps de se pencher sur toutes les possibilités de conspiration et sur toutes les choses folichonnes que les gens mentionnent sur le web, mais on sait qu'il y a des tas de personnes. Il y a aux États-Unis des centaines de journalistes qui cherchent à avoir un prix Pulitzer. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui semble un peu vraisemblable, il va y avoir des tas de gens qui vont se pencher sur cette conspiration-là et qui vont essayer de les découvrir. Ce qu'on voit présentement du reste, ça en est un exemple. Mais moi je trouve ça un peu bizarre parce que il y a des gens qui disaient que parce qu'on a toujours entendu, moi je me rappelle, ça fait tellement longtemps, les gens disaient si vous parlez au téléphone et qu'on dit les mots bombe et terroriste dans la même phrase, vous allez être enquêté par le FBI ou par la CIA ou n'importe quoi. Mais maintenant qu'on sait ce qu'on sait, en fait, tout ça, c'était des choses qu'on disait, dans le fond, je ne sais pas si on le croyait ou pas, mais que maintenant, ça devient, ah oui, c'est-à-dire que, peut-être pas comme ça, là, c'était un peu de la blague, mais de dire que le gouvernement nous épie, et en fait, faut être un peu... Le gouvernement nous épie pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il va enregistrer et garder sur un serveur toutes les discussions, toutes les comptes de Facebook et tout dans un serveur. Et si jamais éventuellement ils croient qu'une personne pourrait je sais pas, être dangereuse, ils peuvent aller voir et écouter des conversations qu'ils ont eues, des conversations qui ont été personnelles. Donc c'est pas nécessairement qu'on est épié comme présentement, mais c'est que si le gouvernement voudrait nous épier, il pourrait le faire, c'est ça? En fait, d'après ce que je comprends, c'est un petit peu plus que ça, puisqu'avec les métadata, les métadonnées, on dit en français, là, donc qui recueillent, en fait, leurs ordinateurs peuvent faire des temps de recoupement. Si par exemple, vous et moi, on avait été à Boston, à l'époque où il y a eu
l'événement qu'on sait, ou même si on était n'importe où, hein, où l'État avait des raisons de croire qu'il y avait, je ne sais pas quoi, moi, des transactions de drogue, des transactions d'armes ou quoi que ce soit, le simple fait que vous et moi, nous ayons communiqué par téléphone plusieurs fois au même endroit où des gens qui sont d'autre part soupçonnés se trouvaient, va attirer les soupçons sur nous, hein, parce que ce que leurs ordinateurs vont faire, c'est de recouper. C'est ça la problématique. Donc, en fait. il n'est pas vrai, je pense, de dire que que ce que le gouvernement américain faisait, c'était tout simplement de ramasser des métadonnées que peut-être un jour ils utiliseraient. Non, non, les métadonnées étaient analysées de manière continue, de manière à trouver des patterns de comportement qui étaient louches. Et ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être évidemment ça pourrait être des attentats terroristes, encore qu'ils n'avaient pas trouvé l'attentat de Boston, mais ça pourrait être, je sais pas moi, la formation d'une milice, ça pourrait être une conspiration de gens d'extrême droite pour déstabiliser le gouvernement américain. Ça pourrait être toutes sortes de choses. Et c'est ce qui fait, enfin, c'est une des raisons qui fait que ce genre de surveillance-là est très dangereuse. Je réponds cependant à un deuxième aspect de votre question qui est particulièrement intéressant, qui suggère que, oui, vous et moi, il y a quelques années, ou en tout cas sûrement il y a 10 ans, bon, mais il y a quelques années, si on nous avait dit, le gouvernement américain écoute nos conversations, ou au moins, obtient des métadonnées qui permettent de savoir quand est-ce qu'on a parlé au téléphone, avec qui on a parlé, et du reste où on était, hein, puisque quand on parle sur un téléphone cellulaire, ou du reste sur une ligne fixe, il faut savoir où on est. On aurait sans doute répondu que c'était un petit peu fabulé de dire ça, hein, mais on s'aperçoit aujourd'hui que non, que c'était vrai. Donc, en effet, il existe des conspirations. Il faut toujours se méfier de l'État. Mais je pense qu'il faut se méfier de manière intelligente, hein, pas imaginer toutes sortes de conspirations quand les risques pour les individus en cause sont grands, quand plusieurs personnes doivent être impliquées et quand la conspiration doit être compliquée. Vous savez, on parle toujours de bureaucrates, hein? Donc ils ne peuvent pas faire de choses très compliquées sur une longue période de temps, et on vient de s'en apercevoir, là, hein? Ils ont essayé de surveiller dans les limites de ce qu'on vient de dire, l'ensemble de la population américaine, et ça a été découvert après quelques années. Et ça devait être découvert parce que, comme je mentionne, il s'agit de bureaucrates, et d'autre part, ils ont une machine tellement énorme, tellement monstrueuse, que ça ne peut s'empêcher de se planter à un moment ou à un autre. Le Wall Street Journal faisait remarquer qu'avec toutes les données qu'ils ramassent, avec toutes les données que le gouvernement américain amasse, ils ont dû faire appel à des tas de contractuels, hein, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de bureaucrates. Donc apparemment, il y aurait 20% ou quelque chose du genre, des gens qui sont dans le renseignement américain, qui seraient des contractuels, comme Edward Snowden était. Évidemment, plus on étend le domaine des gens qui s'occupent de renseignement, plus on a de chances qu'il y ait des fuites qui se produisent. D'autre part, plus on a de renseignements qu'on doit utiliser, plus on doit étendre le domaine des gens qu'on embauche. Donc, ces énormes machines-là, qui sont d'autre part peuplées de bureaucrates ordinaires, hein, comme vous et moi, ne peuvent que se planter à un moment donné. Donc, ce qui explique que les conspirations, dans la mesure où il y en a, ne peuvent pas durer éternellement. Mais monsieur Lemieux, rendu à ce point-là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Est-ce que l'administration, là, elle n'a pas eu le choix d'avouer ses faits? Qu'est-ce qui va advenir maintenant? Parce que là, maintenant, c'est rendu que tout le monde regarde tout le monde, puis tout le monde... Tu sais, comme il y a une espèce de phénomène de paranoïa en ce moment. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'est une autre bonne question, et la réponse est que, comme tout le monde, je ne sais pas. Je trouve que la réaction de la population américaine est, somme toute, assez encourageante, hein? Un sondage d'opinion publié aujourd'hui par le Guardian montrait qu'il y a une forte majorité de la population américaine
c'est loin d'être l'unanimité, hein, mais du genre des 2/3 ou de 55% selon les questions, là, qui s'opposent au genre d'écoute effectué par le gouvernement américain maintenant, ou en tout cas qui pensent que ça devrait être davantage surveillé par le Congrès. Les réactions. Donc ça, je pense que c'est encourageant. Hein. Je pense on sait qu'on a deux Amériques. Hein. On a une Amérique qui est obéissante et qui, au fond, se fout de l'héritage américain de liberté, et on a une deuxième Amérique qui ne s'en fout pas et qui veut défendre la liberté américaine. Et je pense que ces événements-là suggèrent, jusqu'à maintenant en tout cas, que la deuxième Amérique, celle qui est attachée aux libertés américaines traditionnelles, est plus nombreuse qu'on ne croyait. Et comme vous le faisiez remarquer en introduction, enfin comme vous, votre collègue, le faisiez remarquer, on a vu que les gens de la gauche, hein, les gens par exemple de l'American Civil Liberties Union ou du Washington Post, se sont montrés à la hauteur de la situation, hein, et ont diffusé les fuites concernant la surveillance américaine, se sont prononcés là-dessus. L'ACLU, l'American Civil Liberties Union, vient de poursuivre le gouvernement américain. On s'est aperçu que des sénateurs que des congressistes républicains, que tous les congressistes républicains n'étaient pas aussi bêtes qu'on aurait pu l'imaginer, hein, et ne se seraient non, c'était très bien de voir Anderson Cooper qui parlait avec Rand Paul et qui lui a dit mais voyons, mais ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, et de voir Rand Paul dire ben là, c'est parce que ça fait des années qu'on vous le dit. Vous venez juste d'allumer. En effet. Donc. Non, c'était drôle. Moi, c'était son visage livide. Donc, je pense que ça, c'est encourageant. Vous savez, si on a des chances de faire avancer les idées libertariennes, c'est en créant une coalition entre les conservateurs éclairés, c'est-à-dire les conservateurs qui se préoccupent des libertés individuelles en général, et pas seulement de la liberté de Heinz de vendre du ketchup, et d'autre part, les gens de la gauche qui ne sont pas seulement préoccupés de la survie de l'État-providence, mais qui sont aussi préoccupés de nos libertés individuelles. Et on a peut-être une chance que les événements actuels renforcent cette coalition naissante. En fait, ce que vous dites, c'est, moi, par la droite que vous venez d'écrire, moi, je les appelle les gens de droite constitutionnalistes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est des gens qui sont vraiment, leur base, c'est la Constitution américaine qui, selon moi, ce que j'observe, a des liens très libertariens. Et de l'autre côté, c'est la droite, c'est la gauche plus libéraliste, plus libérale classique. Et il y a une petite tranche. Et encore, je vous dirais, là, la majorité a été comme incrustée, a été kidnappée ou hijackée par la mouvance progressiste. Mais c'est un peu comme si on allait chercher une petite portion de chaque côté et on allait rejoindre ça avec les indépendantistes, puisqu'il y a beaucoup de gens indépendants aux États-Unis, quand même de plus en plus indépendants. Est-ce que je me trompe? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne sais pas si les termes, j'utiliserai les mêmes termes, mais en effet, il y a plusieurs, je ne sais pas quel est le pourcentage, genre peut-être 20% de la population qui se définit ni comme républicain ni comme démocrate, donc des indépendants. Il y a certainement une partie de ces gens-là qui sont peut-être sans le savoir des libertariens. Et en effet, il y a une partie de la gauche qui est, je pense, récupérable, et il y a une partie de la droite qui est récupérable. Et les événements actuels offrent une bonne opportunité de voir justement qui loge où exactement. Hein. Les républicains comme John McCain, qui défendent l'état de surveillance à tout prix, on voit ce que vous et moi, on savait déjà, mais enfin, on voit qu'ils sont tout à fait irrécupérables du point de vue de la liberté. On voit d'autre part des choses très intéressantes, hein, Dianne Feinstein en Californie, hein, qui est totalitaire sur à peu près tous les sujets qu'on puisse imaginer, et qui est aussi totalitaire sur ce sujet-là, donc qui est tout à fait cohérente. Donc on découvre une gauche qui est totalitaire et cohérente, et on découvre une droite qui est totalitaire et cohérente.
Mais tant mieux, hein. On sait où ces gens-là logent et on peut espérer qu'avec des démocrates éclairés, il y a plusieurs représentants et sénateurs démocrates là, qui se sont posés de graves questions sur la surveillance actuelle. Comme vous faisiez remarquer, il y a des ça s'est produit à la fois du côté démocrate et du côté républicain. Et donc, on peut peut-être espérer que ça va constituer une étape dans la création d'une coalition d'orientation libertarienne. Évidemment, c'est la manière optimiste de voir les choses. On pourrait toujours trouver des manières pessimistes de voir tout ça. Vous savez, une chose, je pense, qui est importante, qu'il faut que les gens réalisent, et que peu de gens réalisent, même parmi les conservateurs éclairés dont on vient de parler, c'est que le 10 septembre 2001, l'État américain était déjà beaucoup, mais beaucoup trop puissant, et que tout ce qui s'est ajouté après n'aurait pas dû s'ajouter pour la bonne raison que l'État avait déjà, d'un point de vue libertarien et je pense d'un point de vue constitutionnaliste, l'État américain avait déjà assez de pouvoir pour mener la plus dévastatrice des guerres intergalactiques. Alors arrive un événement terroriste qui est tragique, bien sûr, mais qui est un événement terroriste où quelques milliers de personnes ont été tuées, et l'État s'attaque de plus belle à nos libertés, et au cours des 10 ans qui ont suivi, non seulement les lois d'urgence qu'ils avaient adoptées ont été prolongées, mais on a vu une montée, c'est ce dont on s'est aperçu récemment, une montée de la surveillance à un point tel que la plupart d'entre nous auraient jamais imaginé, il y a 20 ans, que ça se produirait en Amérique. Après tout, c'est pas l'Union soviétique ici, hein? Enfin, c'est ce qu'on pensait. On pensait qu'il... Oui. Moi, ce qui me fascine aussi... je commençais à me répéter un peu. Vous avez bien fait de m'interrompre. OK, non, ce qui me fascine, c'est que vous parlez comment les États-Unis, même avant le 11 septembre, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas, le 11 septembre a été peut-être un prétexte, je parle pas de l'événement, mais pour le gouvernement, puis son petit groupe, là, les politiciens, c'était une opportunité pour eux de rendre ça encore plus gros, plus fort, prendre l'État, comment on appelle ça, pas le nanny state, mais de Big Brother, vraiment puissant. Mais d'un autre côté, regardez, il y a un débat qui se passe en ce moment, là, aujourd'hui j'écoutais ça un petit peu à la radio, c'est concernant l'immigration. On parle de sécurité. On est maintenant rendu dans une situation où est-ce qu'on a près de 13 millions d'illégaux. Et là, on est en train de parler d'un projet, grosso modo, de donner l'amnistie à ces gens-là. Et pas juste ça, c'est de leur donner des privilèges que même certains Américains qui sont nés aux États-Unis n'auront peut-être jamais. Une autre chose, c'est tout à fait contradictoire. Moi, ça me coupe les jambes quand j'entends ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que la question de l'immigration, elle est très exagérée. Les millions d'immigrants illégaux aux États-Unis sont probablement les immigrants qui sont les moins dangereux, et à vrai dire, ils sont moins dangereux que bien les Américains. Hein. D'abord, la plupart de ces gens-là, d'abord, ne peuvent pas toucher les programmes sociaux. Je suis certain que s'ils vont à l'hôpital, qu'ils vont être traités avec Medicaid. Mais sauf en Californie, où il y a des dispositions spéciales, les immigrants illégaux n'ont pas accès au même programme de l'État-providence que l'Américain moyen, auquel l'Américain moyen a accès. Écoutez, ils ont même de la difficulté à avoir un permis de conduire. Hein. On est rendu dans une situation telle, dans ce pays-ci, que pour obtenir un permis de conduire, sauf dans, je pense, 2 États ou 3 États, il faut un numéro de sécurité sociale.
hein, de telle sorte. Et moi, j'ai connu en Californie d'ailleurs des immigrants illégaux, hein, qui étaient des gens qui travaillaient dur, qui faisaient des tâches que plein de gens ne veulent pas faire, et qui avaient une vie misérable parce qu'ils devaient, par exemple, aller chercher un permis de conduire en Oregon, soit en Oregon, soit dans l'État de Washington. Non, je ne pense pas que les immigrants illégaux représentent le danger qu'on imagine. Je crois qu'au contraire, ils sont moins dangereux que bien d'autres personnes. Ils sont venus aux États-Unis de toute évidence pour travailler. Ils travaillent de manière difficile, dans des conditions difficiles. Et je pense que ce qui est beaucoup plus dangereux dans la situation, dans les solutions qu'on veut apporter présentement à l'immigration, c'est l'accroissement de la surveillance aux frontières et l'intensification des papiers d'identité que justement les républicains toujours demandent comme condition de leur acceptation d'une réforme de l'immigration. L'idée, par exemple, que tout employeur devrait demander à qui que ce soit qui veut employer ou qui cherche un emploi des papiers d'identité officiels, et apparemment on créerait une nouvelle carte spéciale à ce sujet-là, qui serait en fait une carte nationale d'identité. Ça me paraît beaucoup plus dangereux que les 10 millions ou 20 millions d'immigrants illégaux qui deviendraient, qui pourraient devenir citoyens américains, hein, parce que en plus de ça, le processus qu'on propose est un processus long et compliqué. Moi, c'est pas. Oui. Moi, c'est la machine qui me fait peur. C'est pas autant. Voyez-vous, vous parlez d'une situation. C'est vrai que la grande majorité des immigrants, c'est du monde qui sont relativement effacés. On les entendra pas. C'est rare qu'on entende des situations où est-ce que il y a eu un attentat. Pas des attentats, mais moi je peux vous dire que la majorité des crimes que je vois ici au Texas sont reliés à des immigrants qui sont illégaux. On dit souvent, tu vas pas dans ce coin-là parce qu'ils s'entretuent entre eux. Donc oui, ils représentent un certain danger. Bon, on dit que c'est des petites gangs, puis c'est des crimes qui sont commis à l'intérieur de ces petites gangs-là. Mais c'est un problème qu'on a ici. Écoutez, je n'ai pas les chiffres, donc. Ouais. Mais moi, c'est plutôt comme la machine. Donc, je ne sais pas quels sont les chiffres, hein, et je ne sais pas s'il y a des données qui supporteraient l'idée que la criminalité est plus élevée parmi les immigrants illégaux aux États-Unis. Ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprendrait beaucoup pour la simple raison que le coût de l'illégalité pour eux est plus élevé, à savoir s'ils sont condamnés pour un crime, ils vont tout simplement être expulsés. Bon, cela étant, il peut bien y avoir aux États-Unis des endroits où la criminalité vient surtout des immigrants. Mais remarquez qu'il y a plein d'endroits aux États-Unis où la criminalité vient surtout des Noirs, hein, et c'est pas une raison pour dire il faudrait expulser les Noirs ou il faudrait les soumettre à une répression spéciale ou à ce genre de choses-là. Donc, je pense, et vous savez, les États-Unis, ça a toujours été un pays d'immigrants. Hein. Crève-cœur, comment s'appelle-t-il? John Hector de Crève-cœur, qui était un agriculteur américain à l'époque de la Révolution américaine, hein, qui a écrit ses Letters of an American Farmer, disait il n'y a pas d'étrangers ici, c'est le pays de tout le monde. Et traditionnellement, c'était l'Amérique, hein, c'était le pays de tout le monde. Quelqu'un qui voulait venir en Amérique et vivre de manière indépendante pouvait le faire. C'est comme ça que l'Amérique s'est construite, hein, par de fortes vagues d'immigration durant tout le 19e siècle et jusqu'au début, enfin jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et je pense que oublier ça, c'est une erreur fondamentale. C'est pas autrement dit, l'immigration, à mon avis, est loin d'être un problème important. Ce qui est un problème beaucoup plus important, ce sont les mesures de sécurité accrues que les étatistes américains veulent imposer comme prix d'une acceptation de la réforme de l'immigration. Mais en fait, moi, c'est pas autant les migrants comme tels qui me fait peur. Moi, c'est les mesures aussi. Puis, je suis d'accord aussi avec votre opinion sur l'immigration. En fait, ce qui me fait peur, c'est les mesures qui veulent implanter
pour permettre à ces gens-là de rester aux États-Unis. En fait, il y en a qui... Tu sais, moi, vous me parlez, j'observe vos articles, vos livres, vous parlez souvent de la dette souveraine, la dette publique, Puis en fait, avec le projet d'immigration qu'on propose, on parle d'augmenter encore plus la dette, d'augmenter encore plus l'intervention gouvernementale. Et ça me fait excessivement peur. C'est pas l'immigrant comme tel qui me fait peur. C'est la machine. Si on arrivait et on disait, bon, on va faire un processus où est-ce qu'il y a une forme de légalisation, mais vous êtes un peu comme il y a 50, 60 ans, les migrants qui arrivaient d'Europe pour s'installer au Québec, aux États-Unis, il n'y avait aucune opportunité autre que sa propre opportunité. On lui donnait pas un chèque, on lui donnait pas un support. C'était ses mains, c'était son intelligence qui faisait qu'il pouvait survivre ou non. Mais faut pas oublier non plus qu'on est des immigrants aussi, donc c'est juste qu'on a passé par une porte différente, donc on est arrivé ici légalement, on n'a pas demandé d'appui du gouvernement, donc on est arrivé ici avec un bagage qui nous a permis de pallier à des manques, parce que bon, on donne pas des visas comme ça à n'importe qui. Donc c'est ce côté-là. Moi, j'ai de la difficulté de dire que bon, il y en a certains vont se conformer à les étapes pour venir ici, pour venir aux États-Unis, et de l'autre côté, t'as ceux qui arrivent comme ça, qui décident de venir. Un des gros problèmes ici, c'est que les femmes mexicaines viennent accoucher à Houston, et on n'a pas le choix, on doit les accoucher et tout ça, et c'est payé par le gouvernement, et en plus ils ont la citoyenneté automatique. Donc moi, c'est ce côté-là que je n'aime pas. Je dis pas que c'est pas bien, puis même, tu sais, j'en connais là que je voudrais pas qu'ils partent, des immigrants qui sont pas légales ici, mais c'est de voir toute la machine en arrière de ça, et les raisons aussi pourquoi les démocrates, Obama, ils veulent donner ce droit-là à tous ces immigrants illégaux. Oui, écoutez, il y a évidemment plusieurs aspects à cette question-là. Vous en avez mentionné plusieurs dans votre question. D'abord, j'aime votre remarque. On est présentement en nombre de 3 immigrants aux États-Unis. Alors, on serait un peu mal placé de parler contre l'immigration aux États-Unis. Évidemment, nous avons été trois immigrants légaux. Mais je soupçonne que dans nos 3 cas, ça a été à peu près la meilleure des situations, c'est-à-dire que nous sommes venus par mariage ou sponsorisés par quelqu'un de la famille, ce qui est la seule manière facile d'immigrer aux États-Unis. Enfin, quels que soient les cas individuels, le problème que vous avez soulevé, ou que votre collègue peut-être a soulevé plus tôt, de l'État-providence, c'est un problème réel, dans la mesure où l'État-providence existe. Il y a des immigrants qui viennent pour profiter de l'État-providence au lieu de venir seulement pour gagner leur vie, pour avoir plus d'opportunités dans la vie. Cependant, je vous fais remarquer, cependant, il y a 2 choses qu'on peut remarquer. D'abord, une chose qui est tout à fait banale, c'est que si le problème est l'État-providence plutôt que l'immigration, il faudrait peut-être s'attaquer à l'État-providence plutôt qu'à l'immigration. Mais le deuxième aspect, c'est que s'il y a des immigrants qui profitent de l'État-providence, c'est bien davantage les immigrants légaux que les immigrants illégaux. Encore une fois, parce que les immigrants illégaux n'ont pas accès à un grand nombre de programmes de l'État-providence. Je pense à l'assurance chômage, par exemple, la Social Security. Bien sûr, s'ils sont malades, ils vont à l'hôpital et Medicaid va payer. Ça, on s'entend là-dessus, mais Medicaid n'est qu'un programme, et en fait, c'est le plus petit, c'est quand si on considère la Social Security et Medicare. Medicaid, ça ferait 15% des dépenses américaines. C'est beaucoup plus petit que les autres. Alors, et d'ailleurs, du reste, là-dessus, les chiffres sont controversés. Il y a des gens qui prétendent que les immigrants légaux dépensent plus en frais d'État-providence, et il y en a d'autres qui prétendent qu'ils coûtent moins cher. Une chose est certaine, cependant, c'est que les immigrants sont en général plus jeunes que la population américaine, qui est une population vieillissante. Et plus la population est vieille,
plus les problèmes de dette publique vont être massifs et incontrôlables. Et de ce point de vue-là, du reste, que les immigrants illégaux, qui sont plus jeunes que la moyenne de la population, se mettent à payer des impôts, ça pourrait contribuer à régler une partie de la dette. Remarquez qu'on dira peut-être que ça pourrait aussi contribuer à une autre chose, à financer la NSA, par exemple, ou le FBI, ou ce genre de choses-là. Et c'est vrai, les impôts de tout le monde, je ne viendrai pas défendre ici l'opinion que les gens devraient payer plus d'impôts et qu'il faut plus d'impôts. Si on se situe cependant dans une logique d'immigration et qu'on essaie de blâmer les immigrants pour profiter de l'État-providence, la réponse facile à ça, c'est que les immigrants vont payer davantage, les immigrants qui sont jeunes vont payer davantage des frais de l'État-providence qui vont possiblement en profiter. Le problème, vous savez, ce sont les immigrants légaux. Les immigrants légaux, comme moi, par exemple, qui arrive à un âge déjà respectable et qui va pouvoir toucher, sauf dans la mesure où le régime est en faillite, et qui va pouvoir, après avoir travaillé 7 ans aux États-Unis, toucher la Social Security de la même manière qu'un Américain qui a vécu toute sa vie ici et qui a payé des impôts. Moi, je pense que les immigrants légaux sont encore plus... Wow. Ouais. Mais regardez... Ça va. Mais là, Monsieur Lemieux, on va finir ça bientôt, malheureusement. Mais grosso modo, le problème, en fait, on parle de l'intervention du gouvernement. Le gros problème, puis moi, ça, c'est une autre chose qui me fait excessivement peur, c'est la dette souveraine. Puis en quelques minutes, c'est justement, qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant pour sauver les États-Unis? Parce qu'on parle de quoi? D'une dette de, si je me trompe, c'est pas 90 trillions de dollars? Je sais pas si... Donc, en quelques phrases, comment on peut régler ce problème de dette? Oui, on vous entend. Oui, là, on vous entend. Oui. On vous reçoit là. En fait, c'est bref. Oui. C'est le problème de la dette, Amir. Oui. En fait, c'est voile. Bon, on n'entend plus rien. Donc on va terminer ça ici, Marianne. On va le... Tu m'entends, Marianne? Moi, ça va, je t'entends. Monsieur Lemieux, je sais pas si vous nous entendez, écoutez. Oui, ça coupe, puis en fait, c'est parce que j'aimerais vraiment qu'on passe peut-être un segment la prochaine fois, puis on va s'arranger peut-être au point de vue, soit vous avoir par téléphone, comme ça il n'y aura pas de coupure. Ça arrive souvent, là. Puis, vraiment parler de cette fameuse dette souveraine, qui affecte en fait les États-Unis, mais si on regarde au Québec, il y a une dette souveraine incroyable, en Europe et partout. Puis peut-être continuer sur ça, peut-être faire un spécial là-dessus, parce que je sais que vous êtes un expert dans le domaine. J'aimerais vraiment qu'on puisse en parler avec vous. Donc on va terminer ça, on va devoir terminer ça parce que ça coupait trop, puis il y avait comme un gros délai. Puis ensuite on va repatcher ça là, parce que là ça n'a pas de sens. OK? Oui, là, regarde, ce qu'on va faire, on va passer à la pause. Juste avant, on va présenter nos commanditaires. Exact. Broadcast Gorilla. Donc pour tous vos besoins en conférence, téléconférence ou juste audio, pour des cours, de la formation, des rencontres avec ou sans caméra, vous pouvez vous connecter par votre réseau social favori, donc Facebook, Twitter, Google, LinkedIn. C'est très facile et vous pouvez, en plus de ça, faire des présentations PowerPoint ou même en fait des vidéos YouTube. Donc pour avoir plus d'informations, allez sur le site broadcastgorilla.com. Puis sur ça, on va prendre une petite pause, puis on vous revient tout de suite après.
culture. Amaraki babies with the G.I. Joe father. 10 years from now, is anybody gonna bother? Yeah, fire. Sends you an omen. A revolution never come with a warning. A revolution. Everyone addicted to the same nicotine. Everyone addicted to the same gasoline. Everyone addicted to a Technicolor screen. Everybody trying to get their hands on the same grain. From the banks of the river to the banks of the greedy. All of the rich is taken back by the needy. We come from the country and we come from the city. Play us on a record, you can play us on a CD. All the shit you giving us is fertilizer. The seeds that you planted, you can never brutalize. Tell the corporation you can never globalize it. Like Peter Tosh said, legalize it. Girls and boys hear the bass and the treble. Rumbling the speakers in and make you wanna rebel. Throw your hands up, take it to another level. And you never ever ever make a deal with the devil. Yeah, fire. Never send you an omen. Revolution never come with a warning. Yeah, fire. Yo, 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 yo. 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 Revolution never come with a warning. Revolution never send you an omen. Revolution just arise like the morning. Show me a line, become the wake of the storm. Fire. Yo, yo, yo. Oh, here it come, here it come. A revolution will come. I put 'em up, put 'em up. Hey, Libre, tu connais Libre? Oui. Libre, je vais Le revenir livre. sur le livre parce que je pense que ça c'est important. Je l'ai reçu cette semaine, donc je n'ai pas eu le temps de le lire au complet. C'est sans auteur en fait, donc sans petites histoires et des titres comme ça. La démocratie ne protège pas la liberté. Ça c'est très bien. Le principe de précaution, vivre sous la coupe policière. Et 94% des journalistes de gauche. Donc, c'est vraiment très intéressant et de voir que des gens en Europe sont libertariens aussi. Moi, ça me met en confiance, je pense, avec l'avenir. En fait, il y avait même l'article de Monsieur Lemieux qui, justement, parlait de la dernière, le petit segment qu'on a un petit peu manqué, là, sur la dette souveraine. C'était un très bon résumé court qu'il faudrait vraiment, là, j'invite les gens à aller voir. Ce qui est intéressant avec ce livre-là aussi, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. En fait, n'importe qui peut prendre des extraits de ce livre-là et n'a pas nécessairement à avoir il n'y a pas de copyright, là, j'ai l'expression en anglais, mais c'est vraiment très intéressant, c'est ouvert et justement, ça a été créé pour ouvrir les horizons, permettre aux gens vraiment à découvrir c'est quoi la vision libertarienne
dans tout son ensemble, parce que comme on discutait là, j'aimerais qu'on fasse un petit retour avec l'entrevue de Monsieur Lemieux, c'est que la mouvance libertarienne, c'est pas une pensée unique. Lui, il y avait certains sujets, il parlait comme l'immigration. Moi, il y a des choses qu'il discutait, j'étais plus ou moins d'accord, mais la beauté, c'est que je crois on s'entend tous pour dire la mouvance libertarienne, c'est que les gens qui croient en cette mouvance, c'est qu'ils sont pour le moins d'intervention ou réduire le plus possible l'intervention du gouvernement. Exactement, alors, même chose par exemple moi puis toi, on a toi puis moi, on pense pas pareil, mais on est capable. Puis en fait, je pense que je comprends. C'est drôle parce que même chose pour moi, je suis pas d'accord à 100% avec ce que Monsieur Lemieux disait sur l'immigration. Par contre, je comprends son point de vue. Je comprends pourquoi il pense ça, puis à certains égards, je suis d'accord. Mais moi, mon problème, c'est plus profond, c'est l'image que ça donne aux autres qui voudraient peut-être, tu sais, c'est de dire que écoutez, il y a un taux de chômage là, puis que des gens viennent ici, puis je ne pense pas que ça a du bon, mais je comprends son point de vue. Et juste pour finir avec le livre, parce que je voulais, est-ce que tu sais où on peut le trouver? Est-ce qu'il est sur Amazon? En fait, il est sur Amazon.fr. Okay. Je sais faudrait que je demande à Ulrich, lui, il nous l'a fait parvenir de la France. Il est assez gentil. Ben oui. Imagine, je pense que le livre a coûté, le transport a coûté aussi cher que le livre. Puis je lui remercie 1000 fois. En fait, je lui ai parlé l'autre fois, puis je lui ai même demandé, peut-être rendu à un certain point, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir plusieurs copies et de le mettre sur notre site, puis que nous, de notre côté, on puisse, le mettre, l'afficher pour que des gens puissent se le procurer. Parce que c'est vraiment comme une petite bible. C'est vraiment qu'une référence de base. Les gens qui sont curieux et qui n'ont pas trop, on parle beaucoup d'intellectuels ou de personnes qui sont libertariennes ou des personnages. Ils savent pas trop où aller ou dans quelle direction. Ça, c'est une bonne façon de s'initier. Ce livre-là, c'est ça que je trouve remarquable. Exactement. J'ai à l'arrière du livre, j'ai un site web lamain-invisible.org et il y a aussi un Facebook La Main Invisible. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook. Et je regardais parce qu'à la fin, il y a une liste des auteurs et même leur âge, leur situation. Donc, tu as des analystes financiers, mais tu as des entrepreneurs, des étudiants, des bénévoles, tu as des retraités. Des chômeurs. J'ai pas vu de chômeurs, des coachs sportifs, restauratrices. En fait, tu as des gens de partout, des gens libertariens. Moi, ce que j'ai pu lire, c'est très très bien écrit, c'est très simple à comprendre, c'est vraiment bien. Donc pour une petite introduction comme ça en français, je crois que c'est le meilleur livre qui existe maintenant à ce jour. Oui. Puis en fait, c'est ça, c'est une bonne façon de s'initier parce que moi en ce moment, je suis en train de me taper puis écoute, j'ai déjà lu des extraits auparavant. Je l'ai juste ici, mais c'est ma grosse brique. C'est Ayn Rand avec Atlas Shrugged. C'est La Grève, en fait. C'est Ayn Rand. Puis, je suis en train de me taper ce livre-là. Il est fascinant. Mais pour une personne qui commence à s'initier, se taper un livre comme ça, à moins qu'il soit vraiment fasciné par la littérature, quoi que ce soit, peut-être qu'il va arriver, il va faire wow, il y a plusieurs auteurs, on parle de Freeman, on parle de Bastia, on parle de différentes personnes qui prônent la mouvance libertarienne, mais c'est peut-être trop intellectuel pour certaines personnes, puis ça fait peur. Alors, c'est une bonne introduction. Puis, c'est ça. Autrement, je voulais faire un petit retour sur ce qu'on a discuté avec Monsieur Lemieux, Monsieur Lemieux. Je trouve ça vraiment dommage un peu le problème technique. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Soit que on va essayer de trouver une méthode avec le téléphone ou faire quelque chose pour parce que je trouve ça vraiment désagréable qu'on a manqué la dernière partie parce que la dette souveraine, la dette nationale, là, comme ou la dette publique, comme certains vont dire, c'est vraiment un problème majeur que très peu de gens osent parler. Puis c'est comme si on mettait tout
cette dette-là d'un bord, puis on se ferme les yeux, puis on fait juste continuer à accumuler. Donc, c'est ça. Éventuellement, on va devoir la payer. On va devoir faire quelque chose avec. Mais quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qui va arriver comme il est arrivé en Europe? T'as vu, c'est quoi, la Grèce a perdu son statut de pays industrialisé, je crois. Est-ce que c'est ça? Ben, il y a Chypre. Il y a l'exemple de Chypre. Il y a l'exemple de l'Argentine, il y a quelques années. Oui. Où est-ce que toute la valeur monétaire, ça s'est effondré parce que ça complètement, ça s'est renversé. Mais regarde, puis on parle des États-Unis. Oui, la dette est monstrueuse. On peut se retourner aussi vers le Québec. Avec la population qu'on nous avons, je pense que c'est 8 millions, on est considéré comme la 5e ou 6e nation la plus endettée. C'est assez effroyable. On parle c'est des centaines, des 200, si je me trompe bien, c'est 255 milliards et ça ne fait que continuer. Puis les gens continuent, tu sais, les gouvernements continuent à vivre comme s'il n'y avait pas de problème. On fait juste mettre ça. Oui, en fait, le Québec est très endetté, puis le problème au Québec, c'est que les gens payent déjà énormément de leur poche. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux aux États-Unis. Bon, je veux pas que ce soit ça qui arrive, mais on a un petit peu plus on pourrait augmenter les impôts. Je veux pas donner d'idée à personne, là, mais on pourrait, parce qu'on paye pas beaucoup d'impôts à comparer, je dirais, au Québec. Parce que quand tu regardes les deux calculatrices, je sais pas si tu as déjà fait l'exercice d'aller sur une calculatrice d'impôts du Québec et ensuite de ça faire la même chose ici. Tu te dis, ouh, ok, c'est des milliers de dollars en moins que tu as et pas beaucoup plus de services. Donc, c'est sûr que moi je regarde ce qui se passe vers le Québec. Je regarde aussi la Californie, je regarde des endroits qui sont très endettés et je vois la vague venir. Donc, je me sens pas en totale sécurité. Par contre, je le sais que en voyant ce qui se passe ailleurs, j'ai une bonne idée de ce qui s'en vient chez nous. Même chose pour l'Europe. C'est comme des étapes par étapes. Tu sais, on a vu ce qui s'est passé en Europe. Ensuite, ça va probablement se traduire dans des États, certains États et le Québec, et peut-être ensuite descendre vers le Texas. Mais vois-tu, la bêtise dans ça, c'est comme si on punissait les gens c'est comme on leur met une responsabilité qu'ils n'ont jamais qui n'ont pas assumé parce qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est pas, moi souvent aussi c'est une erreur, puis j'aimerais un jour avoir la chance d'en reparler avec M. Lemieux. C'est l'interprétation de la dette nationale. Plusieurs ont l'impression que la dette nationale est créée par l'endettement du peuple ou l'endettement. C'est comme si c'était la société qui crée cette dette-là, puis le gouvernement est dépassé, fait qu'on met ça sur une pile à côté. En fait, c'est pas du tout le cas. Non. C'est des abus qui ont été faits à gauche puis à droite avec une forme de collusion entre les méga banques, les méga entreprises et le gouvernement. Et à place puis quand il y avait des gaffes ou des erreurs ou vraiment des crises, à la place, on vire de bord puis on met ça sur le dos du concitoyen. Et ça, c'est pour ça de dire on pourrait augmenter la taxe, mais la taxe c'est pas une solution. La taxe c'est vraiment un vol, parce que moi je fais juste regarder au Québec, le 255 milliards, c'est pas le peuple québécois qui a créé cette date-là. Ben non. Non, c'est ça, mais souvent il y en a qui vont penser oui, on est irresponsable pour payer notre dette, pour commencer à se lever les manches puis à rembourser la dette. Et moi, je m'arrête, mais c'est même pas vous. C'est pas le peuple, c'est pas nous qui avons fait ça. Non, c'est l'État. Puis c'est tellement drôle parce qu'au Québec, en plus, on appelle même plus ça on donne plus de nom de taxe, ni impôt. On trouve d'autres noms. On va en chercher partout, mais bon, tu sais, c'est comme, comment ça s'appelle le truc? Oui, c'est ça pour quand t'achètes une télévision, je me rappelle plus du nom là. C'est comme une espèce de taxe déguisée, pourcentage, je crois.
Pour l'écologie, ben oui. Nous autres, le Québec est une province verte, donc on va chercher de l'argent dans les poches des contribuables quand ils s'achètent des télévisions. Et ça, en fait, l'essence aussi. Oui. Ça arrête l'essence, l'alcool, c'est toutes des tasses déguisées. Puis les gens, le plus fascinant, c'est qu'il y en a certains qui vont se retourner, vont s'en prendre aux pétrolières, s'en prendre aux producteurs, mais quand, au bout du compte, le problème principal, c'est pas là, c'est la taxe ou l'espèce d'exploitation qui va d'un bord puis de l'autre, puis c'est le gouvernement qui dit tiens, on va aller les gratter un petit peu là, on va les gratter un petit peu là, on va chercher là. Mais au bout du compte, c'est le même contribuable qui paye puis qui se fait voir son dû disparaître petit à petit. Mais de l'autre côté, on donne des subventions. C'est quoi cette semaine? 15 millions. 15 millions que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec s'est dit, bon, là, les gens, faut qu'ils soient plus charitables. Faut qu'ils donnent un peu plus des dons directs. Voyons. Donc, on va investir 15 millions pour inciter les gens à donner. Donc, on va leur prendre de l'argent dans leur poche pour leur demander de prendre de l'argent dans leur autre poche pour le donner directement à des œuvres de charité. C'est assez fou. C'est de la schizophrénie. Non, mais c'est vrai, Texane, si tu t'arrêtes 5 secondes, une personne qui souffre de schizophrénie, c'est comme tu as deux personnages, là, tu vas tirer dans un bar, mais c'est exactement, on est rendu dans un état schizophrène. Puis des fois, j'ai des termes durs, mais c'est fou. Puis les gens, sérieusement, on va subventionner des gens qui donnent. On incite les gens à donner. On leur dit, écoutez, vous avez déjà pas d'argent, on vous en enlève beaucoup, mais, s'il vous plaît, on accepte les dons de charité. Et donc, pour ça, on va investir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être des campagnes publicitaires avec ces 15 millions-là? J'ai aucune idée comment ils vont s'y prendre. Il y avait des crédits d'impôt. Des crédits d'impôt. Il y avait des crédits d'impôt en fond. Il y avait une panoplie mais écoute, c'est juste de voir l'effort qu'ils se font pour trouver de l'argent dans un coffre qui est presque à sec pour que de l'autre bord, on puisse continuer à donner pour remplir le coffre c'est vraiment un puits qui s'assèche, mais les gens continuent à compte-gouttes de remettre de l'eau. Alors, c'est vraiment un cercle vicieux. Quand la solution serait très simple, c'est baisser les impôts, couper dans les services qui sont considérés gras durs, là, qui ne sont pas essentiels. Les garderies à $7. Oui, entre autres. Moi, j'ai une vision beaucoup plus radicale, en fait. C'est d'abolir tout ce qui est en lien avec la social-démocratie. Et ça, quand j'ai dit ça, je me rappelle avoir dit ça en entrevue, il y a quelqu'un qui m'avait répliqué, mais voyons, on a besoin de démocratie au Québec. Oui, OK. Non, mais c'est parce que la démocratie, là, ça a tellement une connotation positive, la démocratie. C'est tellement bon, la démocratie. C'est bien, c'est le peuple, mais c'est le système. C'est exactement. C'est le système, mais dans une démocratie, c'est-à-dire que si 51 personnes dit, moi, je suis pas d'accord, ou d'accord. En fait, t'as quand même 49% des gens qui sont pas satisfaits de cette décision-là. Donc, c'est une démocratie, oui, parce que c'est la majorité qui gagne, mais est-ce que c'est tous les gens qui sont heureux? Mais pas du tout. Et moi, je trouve ça tellement drôle. C'est la majorité qui paye. C'est la majorité qui paye, exactement. Mais moi, ce que je regarde avec la démocratie, puis ça, c'est vraiment récemment que je me suis comme posé des questions par rapport à ce mot-là, démocratie, qu'on n'a jamais vraiment analysé, parce que c'est démocratie, c'est bien, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de démocratie, c'est que c'est l'élite qui décide. Ce qui est faux, mais en fait, c'est chaque personne individuellement qui devrait décider, mais ça, c'est une autre question. Mais la démocratie, en fait, c'est comme si tu avais, disons, il y a une épidémie de gros virus, et là, tu demandes à des gens qui ont dans la rue de décider qu'est-ce qu'on fait avec cette épidémie-là. Les gens ont absolument aucun savoir, aucun
connaissent rien de ce virus-là, mais on leur demande quand même de se positionner sur ça. La majorité des gens au Québec n'ont, je dis au Québec, mais c'est partout, aux États-Unis aussi, mais n'ont aucun savoir, ne connaissent pas vraiment ce qui se passe côté politique et vraiment ce que le gouvernement leur apporte ou leur apporte pas dans leur vie. Et ces gens-là votent aussi, ben je dis pas que c'est pas bien, mais ces gens-là votent avec tous les autres et on se ramasse avec des résultats qui sont un peu qui sont pas vraiment justes, selon moi. Puis encore, on parle d'une démocratie. Est-ce que, on parle aux États-Unis, on parle au Québec, on parle en Europe. Les gens sont votés sous forme démocratique. On vote, vous gagnez la majorité, vous rentrez. Est-ce qu'une fois élus, ces gens-là représentent vraiment l'intérêt du public? En grande partie, le gros problème, c'est que non, c'est pas le cas. Je reviens avec l'histoire d'Obama, puis l'espionnage du NSA. En 2006, en parlant de schizophrénie. Ça le mettre en parlant de schizophrénie. Oui. Non, en 2006, puis hier, c'était trop drôle. Justement, sur YouTube, il y a plein de gens qui font des petits montages de Obama 2007 versus Obama 2013. Et c'est comme l'inverse. D'un côté, il dit, si je suis président, je vais abolir tout programme d'espionnage, je vais donner la liberté aux gens, puis là, c'est tout un discours. Faut que je le mette, là, je vais le mettre sur le site plus tard. Puis, de l'autre côté, t'as le fameux Obama qui justifie l'intervention d'une telle agence qui va espionner dans toutes les parcelles de la vie des gens et qui va dire, c'est pour le bien-être de la sécurité. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas garantir 100% de la liberté quand on veut en même temps avoir 100% de sécurité. Sachant que c'est impossible d'avoir 100% de sécurité, mais son argument tient tellement pas la route et ça risque. Non, puis il fait tout le temps ça. Je veux dire, Obama, c'est pas la première fois, là. Je veux dire, juste regarder l'historique de son opinion sur le mariage gay. C'est quasiment drôle. C'est drôle parce que oui, non, oui, pas contre, pour. C'est vraiment bizarre. Et il a vraiment fait des déclarations disant qu'il était contre, que pour lui, le mariage était entre un homme et une femme, et là, pouf, après ça, il décide, moi j'aime tout le monde, et tout le monde devrait avoir le droit de se marier. Donc, tu vois que son opinion change comme bon lui semble. Là. Et pour ce qui s'est passé la semaine dernière, moi j'ai hâte de voir, et je ne veux pas que ça tombe dans l'oubli. Et le problème, c'est que tous les autres scandales, on essaie de les faire revivre, on essaie de les continuer, mais il y en a tellement. Les journalistes, là, les journalistes, là, présentement, ils sont... ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Il y a trop de scandales l'un après l'autre. Donc, on avait Benghazi. On n'en entend plus beaucoup parler. Ensuite, on a eu le problème avec la IRS. On en entend encore un peu parler, mais là, tout est sur le NSC. Et je ne veux pas que ces scandales-là tombent dans l'oubli de dire c'est quelque chose du passé, parce qu'il y a absolument rien de réglé. Et ce qu'on sait présentement, c'est que le gouvernement a beaucoup trop de contrôle sur nous, et que dans le futur, ça va être dangereux pour notre liberté. Puis même, ce qui me dérange, ce qui me tue, là, c'est quand j'entends des gens dire, que les gens écoutent mes conversations, j'ai rien fait, j'ai absolument rien à me reprocher. Tu vois, ça me puis, sais-tu pourquoi ça me dérange? Autant maintenant? Parce que j'ai eu ce même discours-là. Je me rappelle, j'ai un ami qui s'était fait fouiller en allant à l'aéroport, mais il s'était vraiment fait fouiller. Écoute, c'était une fouille à nu, là, presque. Et il était très disait, ça se peut pas qu'on me prenne pour un terroriste, puis tout ça. Puis moi, ma réflexion, c'était de dire, s'il regarde lui comme ça, puis si moi je me fais regarder comme ça, c'est que il va y avoir tous ceux qui vont
qui serait le potentiel d'être un terroriste, ils vont l'avoir regardé aussi, donc je suis en sécurité. Quand c'est complètement faux, l'endroit le plus sécuritaire, c'est en fait dans les airs, dans un avion. Puis c'est pas à cause du gouvernement. C'est pas du tout à cause du gouvernement, parce que, je veux dire, le terrorisme, les mauvaises personnes ne pourraient cibler beaucoup d'autres transports en commun un autobus, un train, nommez-les, et faire autant de morts, et ce n'est pas des endroits qui sont sécurisés. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a personne encore qui a été capable de me dire pourquoi, dans les avions, t'as pas le droit d'amener un contenant qui a plus que 4 onces de liquide, mais t'as le droit d'en amener 14 de 4 onces. Oui. Non, il y a une incohérence. Il y a tellement d'incohérences. Écoute, il y a des enfants de 5 ans qui se font fouiller comme si c'était des terroristes. De l'autre côté, et là, je veux pas rentrer dans des sujets... je veux pas avoir l'air démagogue, mais d'un autre côté, t'as une femme qui va porter le tchadar, mais elle n'aura pas parce que ça c'est vrai, il y a certains endroits où est-ce qu'ils laissent passer des femmes qui ont le voile, ils vont les laisser passer sans avoir à faire de fouille quoi que ce soit, mais il y a un enfant de 4-5 ans, parce qu'il est en chaise roulante ou il y a un équipement ou quoi que ce soit, des fois c'est juste un ourson, ben lui il va avoir droit pratiquement à la fouille au complet. Il y a une inconsistance, une incohérence, et il y a vraiment le gros problème, c'est on est en train de créer un environnement de peur. Ouais. Moi j'ai connu le avant le 11 septembre et le après 11 septembre. Et malgré le fait que je suis tout à fait consciente que c'est pas le 11 septembre qui a tout changé, parce que avant ça, je suis convaincue que le gouvernement était aussi interventionniste et aussi était aussi féroce, mais la culture, le peuple s'est changé d'une journée à une autre. Il est devenu un peuple où est-ce qu'il y avait un sens de liberté, où il y avait une accessibilité. Tu peux avoir des croyances ou quoi que ce soit. Et là, il y a eu le 11 septembre. Le lendemain, c'est comme devenu un État totalitaire où est-ce que tes droits pouvaient être perdus très rapidement. Il fallait que tu fasses attention à ce que tu dises. Il fallait que tu aies tel type de document maintenant pour voyager, que tu aies tel type de procédure. Moi, je regarde... Avant le 11 septembre, la sécurité dans les avions, c'était relativement banal. Là. Je sais pas si tu te rappelles. Le détecteur de métal, on gardait nos souliers. Mais même encore, c'était banal. Oui. Maintenant, avec le TSA, ça fait peur. Moi, je suis stressée. Là. Quand à chaque fois que je vais voyager, j'ai toujours comme un stress parce que je me dis, coudonc, ils vont te fouiller. Ou, tu sais jamais. Puis toujours, les gens disent j'ai rien à cacher, fait que ça me dérange pas si on fouille sur moi. Mais c'est tellement facile de faire des corrélations. Tout à l'heure, on en parlait. Tu sais, on peut te mettre en lien avec telle personne parce que tu as été pris sur une photo, puis après on fait un autre lien sur toi. C'est très, très facile et c'est fait de façon... y a aucune émotion. C'est des machines qui programment, qui font des corrélations. Et à la fin, tu peux t'identifier juste pour avoir dit une phrase, t'exprimer d'une telle façon sur Internet, ou au téléphone, avoir appelé à telle agence ou tel individu, on peut te lier automatiquement comme étant un terroriste. Ben moi c'est bizarre, mais c'est pas ce qui m'a accroché le plus. Oui, c'est sûr que c'est quand tu y penses, ça fait peur, mais c'est de dire que n'importe qui se lèverait demain matin pour contre le gouvernement, que ce soit un journaliste ou n'importe qui, il pourrait facilement décider d'aller fouiller dans son passé, d'écouter ses conversations personnelles et d'essayer de trouver n'importe quoi pour ensuite de ça les faire sortir et vraiment atteindre à la réputation de cette personne-là. Moi, c'est ce qui m'a vraiment titillé, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment ces accès-là à tout le monde, les conversations personnelles, je reviens avec ça, mais des conversations que je peux avoir avec ma mère ou que je pourrais avoir avec mon conjoint, de savoir qu'ils peuvent aller
réécouter et éventuellement te dire bon ben regarde cette personne-là a fait telle chose dans le passé et ta réputation est salie à jamais. Non, c'est vrai. Non, c'est très grave parce que aussi c'est comme ou même faire chanter, il pourrait aller faire chanter les gens. L'homme, j'ai oublié son nom, l'homme qui est à la source du scandale, comment il s'appelle? Tu te souviens de son nom? Je te le cherche. Mon Dieu, moi, tu me tombes mal aujourd'hui, là. Mais cet homme-là qui s'est exilé à Hong Kong, il a dit, écoute, moi, j'ai absolument rien. Il sait qu'il va faire face à la justice. Il sait qu'il va probablement ou se cacher toute sa vie. Mais il y en a pas beaucoup comme ça. Et des gens qui ont vraiment cette liberté-là à cœur, contrairement à plusieurs, moi je crois que cette personne-là a bien fait de dire ce qu'elle a vu, même si elle était dans une position de secret, dans le fond. Quand tu vois des choses qui se passent, c'est comme le secret professionnel. Est-ce que le médecin pourrait dénoncer quelqu'un, même s'il est sous le secret professionnel, dénoncer quelqu'un qui avouerait un meurtre? T'sais, on est comme dans l'éthique un peu, c'est la même chose. Moi, je crois qu'il a bien fait, mais il y a plusieurs personnes, de ce que je peux voir, qui sont en désaccord avec lui et qui l'auraient pas dû le dire. Est-ce que toi tu penses, question comme ça, est-ce que tu penses que tout doit être su par le peuple? Est-ce que tu crois que le gouvernement doit tout dire ou tu crois qu'il devrait cacher certaines choses? En fait, le problème, moi ce que je vois, c'est plus qu'un gouvernement est gros, plus il va avoir de choses à cacher. Plus il va devoir justifier ses actions, puis ça va être tellement compliqué de justifier ses actions, c'est là qu'il va commencer à cacher des choses. Alors, moi, le gros problème, c'est la grosseur de l'État. Si tu as un petit État non interventionniste, ben il risque de moins d'avoir de cachotterie. Donc, s'il y a quelques détails à dire ouvertement, ben ça va se dire naturellement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que c'est comme inévitable qu'il y ait autant de cachotterie. Écoute, tu regardes toute la collusion qu'il y a entre les banques, je reviens encore à dire ça, mais les multinationales, tout ce qui entoure l'économie. On parle d'un pays qui se dit libre marché. Libre marché, j'ai bien de la misère. Ouais, c'est pas du tout du libre marché. La collusion qu'il y a, ouais, c'est ça. La collusion qu'il y a entre le gouvernement, le lobby, toutes les compagnies pharmaceutiques, par exemple. C'est vraiment de la collusion et tout ça. Puis eux, le gouvernement, pour bien paraître, ben, faut qu'ils fassent des cachotteries ou qu'ils fassent des mensonges à moitié, qu'ils aillent dans une direction, mais ils disent, non, c'est pas vraiment ça qu'on veut dire, quoi que ce soit. Fait que, je pense que c'est juste pas possible de pas avoir de cachotterie quand t'es aussi gros que ça. Et quand ça éclate, puis ça peut faire mal. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Oui, parce que ce que j'entends, c'est de dire, ouais, mais c'est parce que tu peux pas cacher, tu peux pas, dévoiler à 100% tout ce qui se passe, parce que si on savait tout ce qui se passe, il y a des gens qui viendraient fous, il y a des gens qui auraient encore plus peur, il y a des gens qui, ce serait le free for all. Mais, comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que plus que ton gouvernement est gros, plus qu'il y a de cachettes à faire, et plus il est petit, dans le fond, c'est des choses qu'on devrait savoir nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est moi en tant qu'individu qui devrait aller chercher l'information, qui doit me protéger moi-même, et donc de pas attendre après une entité gouvernementale pour protéger ma famille, en fait. Oui, tout à fait. Non, puis c'est ça. Là, je viens de trouver le nom, c'est Edward Snowden. Je savais qu'il y avait le mot Snowden. C'est le jeune, je pense qu'il est dans 30, un jeune de 29 ans. Oui, c'est un jeune homme. Puis là, en ce moment, semble-t-il qu'il est caché à Hong Kong. Fait qu'il y en a qui vont dire, il est parti dans le pays communiste. Puis, oui, Hong Kong est très communiste. Oui, ça fait partie de la Chine, mais c'est peut-être un des territoires où est-ce que le libre-marché est encore existant. Fait que Hong Kong, j'irai pas jusqu'à crier que c'est dans un pays communiste.
Mais je sais qu'il demandait l'asile politique à tout pays qui croit encore à la libre expression et tout ça. Et il y avait la Russie qui s'était mis volontaire à l'accueillir chez lui, et les gens lui disaient de ne pas aller en Russie. Les gens lui suggéraient de se diriger vers l'Amérique latine, parce que soi-disant que c'est là que ça va se passer dans plusieurs années. Ça te donne la semaine passée qui me parlait de ça. Exactement, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai dit ben oui, on va aller rejoindre notre ami Dan au Honduras. Puis c'est vrai que c'est là que ça se passe. Je crois que dans plusieurs années, on va voir le vent tourner et que les gens qui sont vraiment friands de liberté vont se rediriger vers l'Amérique latine. J'avais des petites nouvelles. Oui. J'avais des petites nouvelles. Bon, la première, c'est au Québec. C'est au Québec. Ouais. Non, mais c'est intéressant ta nouvelle, en fait. C'est concernant le fameux cours éthique et religion. Attends, je vais le dire plus fort. Le cours d'éthique et de culture religieuse au Québec. En fait, il semblerait qu'il y a un groupe de parents, ceux-ci sont d'origine de Drummondville, qui font la bataille contre le gouvernement québécois pour avoir l'exemption de leurs enfants à participer à ce cours-là. Mais c'est quoi ce cours-là? C'est quoi ce cours-là? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Moi, j'avais pas ça dans mon temps. En fait, non, c'est ce qui aurait, OK. Grosso modo, c'est ce qui aurait remplacé les cours de religion et de morale. C'est certainement ça que tu as connu. Moi, j'ai connu ça quand j'étais au primaire. On avait une fois par semaine, je crois, un cours où est-ce que on allait dans une classe, puis on s'assoyait, on parlait du Nouveau Testament, ou bien ceux qui se disaient non catholiques, ils allaient dans un cours de morale. Bon. Puis finalement, c'était... Puis rendu à un certain temps, je pense qu'ils ont décidé de retirer ça parce qu'ils disaient qu'ils voulaient se détacher de la religion, détacher le système public avec la religion. Bon. Puis ils ont décidé, je pense que ça date, écoute, faudrait vraiment que je vérifie, là, mais ça date depuis 2000, je crois. Et ce cours-là était implanté de façon à donner, la mission première, c'était d'ouvrir les horizons aux jeunes enfants sur toutes les pratiques et les religions à travers le monde. On sait que maintenant le Québec est un État multiculturel. Il y a beaucoup de religions, de gens différentes cultures, différentes religions. Fait que c'est comme une intégration. Mais de la façon que ça a été fait, et ça c'est plus ou moins sûr, puis j'ai eu des conversations avec certaines personnes qui connaissent très bien le système d'éducation au Québec. Et là je m'avance, mais j'espère qu'un jour j'aurai la chance de parler, d'avoir cette personne-là en entrevue. C'est qu'on parle que ce cours-là est comme rendu la base du programme d'éducation du Québec. En fait, je dis par base, c'est que c'est par rapport aux valeurs qui sont présentées dans ce cours, qui sont des valeurs très progressistes, qui présentent le multiculturalisme, les valeurs de la collectivité, très de gauche. À partir de là, tous les autres cours, puis on parle de cours aussi éloignés que les mathématiques, les sciences, tout ça va avoir une forme d'intégration. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que justement ça devient lourd, ça devient un cours qui est pesant et qui amène des valeurs qui se dissocient totalement des valeurs familiales qui sont inculquées. Ben moi, c'est le problème, c'est du fait que c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire, donc. C'est très, très difficile de s'en sortir. Et la raison pourquoi c'est si difficile de s'en sortir, c'est que justement, le programme éducationnel est basé sur ce cours-là. Et ça, quand je m'avance là-dessus, là, j'aimerais un jour avoir la chance de parler avec la personne qui m'a expliqué ça, parce que c'est très complexe. Mais c'est vraiment, c'est comme t'enlèves le cœur de la structure, et pour eux il y a une incohérence. C'est pour ça que le gouvernement est très 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 réticent. Là. Je pense que, écoute, depuis sa création, des centaines et centaines de parents qui ont essayé de retirer leurs enfants.
Puis pour mettre encore pire, là, c'est pas juste dans les écoles privées, publiques que c'est présenté. Même dans les écoles privées, maintenant, on impose ce cours-là. Fait que si tu envoies, par exemple, ton enfant dans une école catholique, parce que toi, t'es catholique, t'es pratiquant, et tu payes un montant spécifique parce que tu veux ce genre d'éducation-là, ben maintenant, c'est rendu que ce cours-là est présenté et il met comme en conflit d'intérêts les valeurs que tu veux inculquer. Je sais pas si tu comprends, mais c'est... Ouais, mais en fait, c'est très tordu. C'est vraiment bizarre parce que j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi l'enseignement moral en passant parce que j'ai pas mal... Mes parents étaient assez catholiques, donc j'ai reçu l'enseignement catholique parce que je suis très vieille. Mais je me demande c'est quoi l'enseignement moral. Donc, c'est comme un genre de cours qui te donne les outils de comment vivre en société, c'est ça? Là, tu parles des cours de morale qu'ils donnaient à l'époque? Non, celui-là, l'enseignement, parce que ça s'appelle morale catholique, ça s'appelle le moral éthique. C'est ce qui était, oui, éthique et religion. En fait, c'est peut-être ce qu'on veut montrer comme image, mais en fait, c'est qu'on veut mettre surtout le même pied d'égalité toutes les religions qui existent dans le monde. Puis par religion, j'entends même des sectes, j'entends même des mouvements qui sortent de l'ordinaire, je sais pas si ça s'appelle ralliens ou quoi que ce soit, entre autres. Ben ça, comment c'est présenté ça, c'est que c'était la même échelle que la religion catholique, par exemple. Que la religion musulmane est aussi importante que la religion catholique ou la religion protestante. Tu sais, tout est mis sur le même pied d'égalité. Donc, tu fais ton choix. Alors, tu fais ton choix parmi toutes ces religions-là. Ouais. Donc, c'est pas, dans le fond, la religion ne viendrait pas de tes parents. T'es pas transmis par tes parents puis tout ça. Tes valeurs, oui. C'est enseigné par l'école. Bravo. On a pas ça ici, on a pas ça. Mais t'approuves ça ou pas? Non, j'approuve pas du tout. Merci. Non, j'approuve pas. Là, je vais changer de poste. Non, j'approuve pas. Mais en fait, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Oui. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, si tu veux, moi, la culture, la religion, je veux dire un exemple comme ça, c'est que dernièrement, on a dû passer une loi pour donner la permission aux gens au Texas de dire Merry Christmas. Ah ouais. Parce qu'on n'avait pas le droit. Ouais. Parce qu'à plein d'endroits, t'as pas le droit. T'as pas le droit de dire, on fait un party de Noël. Ben non. Tu dois dire, je fais un party d'hiver. Un winter party. Oh my God. OK? Donc, on a dû passer une loi pour donner la permission aux gens de dire Christmas. Oui, Christmas, c'est religieux, OK? Par contre, c'est culturel avant tout. Oui, c'est une tradition. C'est une tradition. En fait, c'est le côté traditionnel qu'on veut aliéner. Et pas juste au point de vue général, c'est que même on veut essayer d'enlever ça dans les valeurs individuelles. Et là, c'est là que moi, ça m'agace énormément. Moi, qu'une personne croit en X, Y valeurs, ça me dérange pas. Mais ne m'impose pas ta vie, ou me dis pas que tes valeurs doivent être exactement au même... Tu sais, comme, on a chacun des niveaux. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, il y a des valeurs qui sont plus importantes que toi. Et ça fait que toi, tu as le droit de penser d'une façon, moi, je pense d'une façon. Ce système-là, ce qui arrive en ce moment, c'est comme si on disait tout le monde a des valeurs égales et on pense tous de la même façon. C'est unique. Tu dises catholique, ben c'est pas, tu devrais pas trop parce que c'est comme si tu mettais de l'autre côté ta valeur, tu mettais de côté ou t'aliénais la personne qui est athéiste. Mais moi, je veux pas aliéner la personne athéiste, je la respecte, qu'elle me respecte, mais on n'est pas, mon échelle de valeur n'est pas au même niveau que son échelle de valeur. Et je ne peux pas avoir le même niveau. Et avec des cours comme ça, c'est ce qui me fait peur, c'est que là, on est en train de créer des individus, des jeunes, des futurs individus de la société québécoise qui vont avoir des échelles de valeur
pareil. Et ça me fait excessivement peur. Ben, pas juste sur la valeur. Moi, je trouve que c'est la même chose pour les connaissances. C'est-à-dire que le programme scolaire, il est unique, il est pour tout le monde. Tu le savais qu'au Québec, si tu peux faire l'école à la maison. C'est bien compliqué, mais tu peux faire l'école à la maison si tu veux. Sauf qu'au Québec, si tu veux faire l'école à la maison, t'as un problème. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui veulent faire l'école à la maison, c'est parce qu'ils sont pas d'accord avec l'école, avec Exactement. Ce qui est véhiculé à l'école. Mais au Québec, tu dois faire approuver ton programme scolaire que tu vas enseigner à ton enfant par le gouvernement. Ben oui. Et aussi. Et le programme doit avoir les critères comme tels doivent correspondre à ce qui est présenté par le gouvernement québécois. Oui, parce que ton enfant va devoir faire les examens du ministère. Donc, t'as pas le choix d'enseigner ce que le gouvernement peut faire. À l'opposé, au Texas, qui est un des États les plus libertariens pour l'école à la maison, tu n'as allé à l'école. Tu t'inscris à une activité. Donc, c'est vraiment comme ça. Tu t'inscris à une activité qui est l'école. Mais les gens sont tous, avant tout, des enfants élevés à la maison et l'école à la maison. Mais tu peux, si tu le désires, aller à l'école et tu n'as aucun, tu ne dois pas, donner de programme quelconque au gouvernement, tu ne dois pas passer aucun examen, tu ne dois même pas avoir à dire au gouvernement, écoute, moi mon enfant, je lui fais l'école à la maison, il s'en fout, lui, dans le fond, lui, il va voir cet enfant-là, il est inscrit à l'école. C'est tout ce qu'il voit. Donc, ça, c'est vraiment cette liberté-là que j'aime d'ici, parce que tu peux enseigner ce que tu veux à ton enfant. Et là, je vois les gens arriver avec leurs questionnements. Ouais, mais là, si les parents enseignent rien, ça va faire des analphabètes. Je vais vous dire une chose. Si un parent n'a pas à cœur l'éducation de son enfant, il va l'envoyer à l'école. Ce que je veux dire, c'est que si son but... Non, c'est vrai. Si son but... Non, en passant, je tiens à cœur mes enfants et ils vont toujours à l'école publique. Non, mais ce que je veux dire... Ils vont quand même dans un programme spécial. Ouais, mais c'est parce que... Et en tant que... Mais écoute, je veux juste expliquer ce que je voulais dire par là parce que ça a l'air un peu bizarre. Moi aussi, j'envoie mes enfants à l'école, donc... Mais c'est de dire que si vraiment tu fais l'école à la maison... C'est parce que tu veux passer du temps avec tes enfants. Les gens qui veulent pas s'en occuper, ils vont échapper à l'école, non? Donc, si tu as à cœur vraiment l'instruction de tes enfants à 100% et que c'est possible pour toi, tu vas lui faire l'école à la maison. Et les statistiques prouvent que les enfants qui sont instruits à la maison, ils sont capables, ils vont, parce qu'après ça, ils peuvent se diriger à l'université, puis ici, c'est quand même assez facile de le faire. Ils vont réussir mieux dans la vie que ceux qui sont passés par l'école. Et ça, c'est des faits. Oui. C'est des statistiques. Mais c'est prouvé. Non, c'est ça, c'est prouvé que généralement, un enfant qui fait du homeschooling ou l'école à la maison, en général, ils avancent de 1 à 2 années. Les enfants ont 2 années d'avance que la majorité des enfants qui sont dans les écoles publiques. Puis même, ça devient de plus en plus difficile de faire avancer un enfant à un niveau supérieur dans les écoles. On voyait ça quand on était jeune, où est-ce qu'un enfant qui était doué pouvait monter d'une année. Maintenant, de 1, c'est presque impossible de faire ça. Et de 2, écoute, je l'ai vécu, moi j'ai une copine qui est enseignante, c'est impossible de faire redoubler un enfant. Et ça, c'est une catastrophe, parce que là, en ce moment, on se ramasse avec des enfants qui sont en 4e, 5e année avec des déficiences profondes au point de vue de l'écriture, des mathématiques. Il y en a, ils se ramassent avec un niveau de lecture de 2e année, ils sont en 4e année. Le professeur est pris avec un fardeau. C'est pas l'enfant le fardeau, c'est la difficulté, c'est le fait de se ramasser dans une classe où est-ce que c'est plus du tout homogène. Tu te ramasses avec des enfants qui
auraient le potentiel d'être doués, mais il faut les ramener vers le milieu. Tu as la classe du milieu qui, elle, bon, on essaie de leur montrer la base, et tu as les enfants en difficulté, et là, tu essaies de les monter, mais en montant, ça crée une baisse. Vois-tu, ça fait comme une espèce de phénomène où est-ce que la médiocrité, et il y a une promotion de la médiocrité. Et là, je tiens à préciser, je parle pas des enfants médiocres, mais je parle du système. C'est qu'on ne stimule plus les enfants doués, et à la place de voir la vraie problématique, aller chercher les enfants à troupe et dire, écoutez, cet enfant-là, ça n'a pas d'allure, il faut qu'il reprenne son année, il faut qu'on fasse quelque chose de particulier avec cet enfant-là. Non, parce que ça paraît mal, ça. Si tu fais redoubler un enfant, ça paraît très mal, alors on le fait monter. Puis, après, tout le poids va sur les épaules des professeurs, parce que si tu fais pas passer tes enfants, ben écoute, t'es dans le trou. T'es pas un bon professeur. Il y a beaucoup. T'es pas un bon enseignant. Il y a eu scandale. Oui, t'avais eu scandale, je pense que 2-3 ans. Les années passées, je pense qu'il y avait eu dans la région de l'Atlanta, où est-ce que une commission scolaire avait trafiqué les notes des enfants pour s'assurer d'avoir leur subvention fédérale. Écoute, mais écoute, c'est pratiquement en train de dire, ben écoute, faites ça, sinon vous êtes foutus, là. T'es pris avec une clientèle qui est en difficulté, puis tu te ramasses avec bon, ben écoute, on va perdre de l'argent, fait que on va les booster à gauche pas à droite. C'est ça en ce moment. J'ai remarqué ça aussi moi c'est personnel, mais je regardais ça dans les classes. Maintenant, la méthode d'apprentissage, c'est plus le raisonnement, c'est le résultat. On ne demande plus à l'enfant de raisonner puis de dire, regarde, qu'est-ce qui fait que ça donne tel résultat? C'est de quelle façon ça va donner ça. T'es pas obligé, on va trouver les méthodes les plus faciles pour que tu arrives à la conclusion. Puis ce qui arrive, c'est que justement, l'effort n'existe plus, c'est les résultats qui comptent. Puis au bout du compte, ben écoute, tu te ramasses avec les résultats que tu as là. C'est pas toujours positif. Puisque j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup moins de compétition dans les classes. Si je me rappelle à l'époque, on dévoilait les notes de chaque élève devant toute la classe. Oui. C'est plus une pratique très de mise de nos jours. En fait, tu le sais pas vraiment qui a quoi, ou donc t'as pas cette compétition-là. Par contre, le marché du travail est très compétitif. Donc, c'est difficile de faire la transition. Tu arrives d'un milieu qui est pas du tout compétitif à un milieu qui est très compétitif. Donc, on se demande pourquoi les travailleurs ont des difficultés comme ça avec leurs patrons, avec les syndicats. Ça vient probablement tout de cette mentalité-là. J'avais une autre nouvelle aussi. Qui en fait s'est passé aux États-Unis, mais c'est d'actualité mondiale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai toujours dit que j'étais anti-brevet. Et cette nouvelle importante là, c'est que la Cour suprême américaine a jugé que le gène déficient, bon, un nom là, BRCA1, qui a notamment été identifié chez Angelina Jolie, ne pourra pas faire l'objet d'un brevet. C'est-à-dire que, bon, l'histoire d'Angelina Jolie, vous la connaissez, on a identifié un gène qui fait de elle propice à avoir le cancer du sein, donc elle a pas pris de chance, c'est ça. Elle a eu comment on dit ça, une mammectomie, mastectomie. En tout cas, ça là. Bon, elle s'est fait enlever les seins. Elle s'est fait enlever les seins, exact. Il y a pas aussi les ovaires. Non, mais c'est assez drastique. C'est les seins et les ovaires. C'est qu'elle s'est fait enlever. Alors, elle s'est fait tout enlever les engins reproducteurs, ouais. Donc, à cause de ce gène-là, mais là, on vient de dire que l'ADN humain est un produit de la nature et ça ne peut pas être breveté. Donc, qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies, ça? Ça vient faire qu'imaginez-vous que on peut breveter l'ADN, c'est-à-dire un gène. Donc, une compagnie, cette compagnie-là, qui dit, bon ben moi, nous, vous pouvez venir chez nous. En fait, la compagnie, c'est Myriad Génétique.
Et on va être capable d'identifier les gènes chez vous et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec l'information qu'on va vous donner. Donc, si vous êtes, je sais pas, propice à avoir le cancer du poumon ou n'importe quoi, ben vous ferez ce que vous voudrez avec cette information-là. Et quand on pense à ça, on dit c'est bien. Sauf que en brevetant, cette compagnie-là aurait le contrôle, le monopole de ce type-là, de ce type de brevet-là, de gènes, de je sais pas comment dire ça, là, mais de pouvoir déceler des gènes chez des personnes. Okay. Donc, pendant une période de 10 ans, il n'y a pas aucune autre compagnie qui pourrait leur faire compétition. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver? Non. Mais regarde, moi, ça dépend encore comment c'est fait. Si c'est fait comme c'est présenté sous une forme, écoute, c'est délicat comme sujet, je sais pas, mais je vois ça comme un avancement au point de vue, ça peut amener à des résultats très très constructifs. Moi, ce qui me fait peur, puis c'est toujours la même rengaine, c'est l'intervention du gouvernement dans ça. Est-ce qu'il y a eu une espèce de collusion? Parce que moi, souvent, ce que j'ai entendu parler, c'est Angelina Jolie, c'est elle faire la promotion pour que ça soit qu'il y ait une espèce de programme national de façon à ce qu'on puisse détecter plus facilement. C'est comme si elle faisait la promotion de tel mais c'est un service, brevet. En fait, mais c'est un service, donc probablement qu'en disant ça comme ça, puis que les autres d'autres femmes pourraient dire là moi aussi je voudrais savoir si je suis prédisposée. Mais moi là, ce que je te dis c'est que si tu as le monopole d'un service d'un produit quelconque, puis je peux donner l'exemple tu te rappelles de Splenda? Oui. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont eu le monopole et pendant un certain temps, il n'y a pas aucune compagnie qui pouvait leur faire compétition dans leur domaine. Et c'était très difficile. Et là, après les 10 ans, c'est sorti puis il y en a partout. Mais t'empêches t'empêches le marché libre, t'empêches la compétition. C'est comme ça que ça gonfle, c'est de cette façon-là que Monsanto est devenu aussi gros. C'est qu'il a le monopole, donc, pendant un certain temps, c'est beaucoup 10 ans, c'est-à-dire que c'est disons, le monopole dans leur industrie et deviennent des corporations dangereuses. Moi, c'est ce qui me fait peur. Regarde, c'est là. Oui, là, je comprends ton point. Et c'est le brevet, qui émet le brevet? Le gouvernement. C'est qui va, c'est ça. Qui est-ce qui c'est tout ce côté-là qui, oui, peut amener à beaucoup de problématiques. C'est que tu donnes le monopole en échange de quoi? Il y a eu un échange, soit monétaire, un échange, peu importe, il y a eu une forme d'échange qui était faite pour que cette personne-là ou cette entreprise-là puisse acquérir un brevet. Et de cette façon-là, ils sont assurés pour les 10, 15 prochaines années avoir le monopole. Je suis d'accord avec toi, c'était ce côté-là de brevet qui me fait peur. C'est pas la technologie, en fait. Non. C'est pas le fait qu'ils soient capables de promouvoir telle technologie. La femme qui veut faire ce que Madame Angelina Jolie a décidé de faire, si elle décide de le faire, bravo pour elle, c'est son droit. Moi, j'ai rien à voir, en autant qu'il y a rien qui soit assumé par la société. Mais que tu me dises qu'il y a le monopole, moi, je veux savoir d'où vient ce monopole-là. Si tu me dis c'est l'État, ou c'est le gouvernement, ou c'est étatique, là, oui, je vais m'opposer. Mais c'est pour ça, c'est un peu ambivalent, parce que c'est difficile à voir c'est qui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Oui, mais c'est parce qu'on dit qu'on est contre le corporatisme. Les libertariens sont contre le corporatisme, donc des grosses corporations. En fait, c'est la collusion. C'est ça, exactement. C'est la collusion entre le gouvernement et l'entreprise privée. Bon. Et là, d'un côté, tu octroies des brevets qui sont donnés par le gouvernement. Donc, justement, là, tu as un problème.
Si les brevets étaient donnés par une organisation privée, indépendante, ben ça serait peut-être un autre, ça serait différent. Mais là, de voir que du départ, puis écoute, va lire l'histoire de Monsanto, c'est exactement à cause des brevets que cette industrie-là est devenue aussi puissante et dangereuse parce qu'ils ont eu des brevets et ils ont été capables de s'expansionner pendant plusieurs années avant, puis même encore là, il y a pas aucune ils peuvent pas. Qui peut compétitionner Monsanto? Dis-moi qui peut compétitionner Monsanto? Non, aussi puissant. Oui, il y a d'autres, il y en existe d'autres, mais pas aussi puissants. Je te donne raison. Non, je sais, je comprends tout à fait ton point. Moi, c'est parce que c'est pas l'entreprise qui m'agace, c'est cette entité qui remet le brevet. Puis si ça se trouve que c'est une entité étatique, gouvernementale, oui, ben de fait, je suis tout à fait contre. Mais il y a comme, c'est ça. Je sais pas réellement comment on peut prévenir ça, tu comprends? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit passer des lois pour interdire que les brevets soient, ou on abolit les brevets? Qu'est-ce qui serait la solution selon toi? J'ai perdu ma Julie. Ben moi, dans cette nouvelle-là, je suis un peu, non, c'est un peu agaçant parce que justement, c'est à savoir d'où vient l'origine du brevet. Là, je suis rendue à faire un monologue. Je vais m'amuser à faire ça. Mais c'est très particulier. Autrement, ben regarde, moi, il y avait des discussions qui ont été faites. Puis j'espère que Julie m'écoute quand même, parce que quand elle va revenir, ben j'espère qu'on va pouvoir enchaîner là-dessus. On nous reste encore quelques temps. Mais grosso modo, moi, ce matin, quand je me suis réveillée, pour une raison ou d'une autre, on a commencé sur Facebook, j'ai eu 3-4 posts, je vais dire en anglais, qui concernaient l'euthanasie. Je sais pas si en ce moment, il y a eu des nouvelles dans l'actualité québécoise, mais aujourd'hui, pour une raison ou d'une autre, j'ai eu 3-4 messages de certaines personnes, certains qui sont pour, certains qui sont contre l'euthanasie. Et en fait, puis j'ai déjà eu une bonne conversation avec une personne qui souffre d'une maladie dégénérative, puis elle me disait, quand je vais en avoir ma claque, là, je veux que personne me dise quoi faire. Si j'ai décidé que je tire la plug, je vais la tirer. Bon, fait que chacun a son droit, un droit de finir sa vie comme il veut. Je crois que c'est un droit fondamental. La problématique que j'ai, c'est que je trouve très délicat l'intervention de l'État. C'est un peu comme ce qu'on venait de parler. C'est très, très difficile de prendre une décision quand c'est l'État qui va décider, qui va administrer, qui va prendre le contrôle sur une décision aussi personnelle. Déjà que là, on est en train de prendre le contrôle de la vie personnelle d'individus dès le jeune âge, mais là, on est en train même de s'ingérer dans les derniers jours de la vie personnelle des gens. Et ça, j'ai un gros malaise. Puis justement, c'est ce que je disais ce matin, parce que j'ai eu quelques conversations un peu pimentées avec certaines personnes qui, eux, sont pour, puis écoute, la dignité, il faut laisser les gens choisir. Et moi, je reviens toujours à dire, mais qui va choisir? Est-ce que c'est réellement l'individu? Est-ce que c'est réellement moi qui va mettre un terme, qui va dire aujourd'hui, j'en ai marre et je veux être assisté? Ou c'est une entité externe qui se trouve être soit un fonctionnaire, soit un médecin, qui va arriver par faire une décision puis dire bon ben regarde là, en ce moment on trouve que votre vie est rendue à un point où est-ce que ça marche plus. Ben nous on pense que votre solution c'est de mettre un terme à votre vie. Et c'est là que ça va mettre un espèce de conflit parce que la personne avec qui je discutais justement qui est pour l'euthanasie, elle me disait ben t'es sadique, tu comprends pas la douleur, tu comprends pas les gens qui souffrent.
Et moi, c'est tout à fait le contraire. J'ai une compassion pour ces gens-là. Mais ce que je crains, c'est que ce soit une autorité ou un groupe externe qui fasse la décision et que certainement, il va y avoir des gens qui vont se faire prendre et qu'au bout du compte, ils vont se ramasser dans une situation qu'ils n'ont jamais voulu être. Et c'est ce qui me fait vraiment peur. C'est un sujet, bon, comme je vous dis, qui est ambigu. Puis je regarde le temps passer, il va falloir qu'on conclue rapidement. Et je n'ai toujours pas ma copine, ma co-animatrice texane parmi moi. Mais j'aimerais qu'on puisse en discuter. Quitte à avoir peut-être notre fameux, mon ami qui me parlait, parce que ces points sont tout à fait valables. Et je me vois vraiment mal comme individu arriver à faire un choix pour elle, à porter un jugement. Si cette personne-là est dans une situation et dans sa peau, ça va pas, qui suis-je, moi, de l'extérieur, de décider s'il y a le droit ou il n'y a pas le droit de faire telle action? C'est juste une question, encore une fois, de savoir c'est qui va prendre la décision. Est-ce que c'est une décision étatique? Est-ce que c'est une procédure qui va être nationalisée? Puis quand je dis ça, je peux peut-être faire peur à certaines personnes, mais écoute, il y a tellement de choses qui sont nationalisées, surtout au Québec. Si vous regardez autour de vous, nommez-moi une chose qui n'est pas nationalisée, puis je vous enverrai des fleurs parce que c'est très difficile de trouver des secteurs où est-ce que ça implique le public, où est-ce que c'est pas nationalisé. Alors, moi, c'est ça que je crains, c'est qu'on arrive à un point où est-ce que on nationalise même la mort des gens. Et ça me fait excessivement peur. Bon, mais écoutez, on va conclure. On va parler, pour conclure, je vais vous présenter nos commanditaires. Bien sûr, il y a Broadcast Gorilla, que j'aimerais remercier. C'est grâce à lui qu'on est capable de diffuser l'émission. Puis également, nous avons quitté le Québec.com. Pour toute personne qui veut avoir des renseignements, même si c'est pas nécessairement pour quitter, mais qui veut trouver des alternatives, je vous dis, c'est un site qui est assez pertinent, assez unique. Je vous invite à aller sur quitterlequebec.com. Alors, d'ici là, écoutez, on va se laisser là, puis on va espérer qu'on va se reparler la semaine prochaine. Alors, bonne soirée ou bonne journée. On se reparle.